Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Derkaoui Rukia. Donc, on va terminer sur toujours les deux notions importantes qui sont les paramètres et les hyperparamètres dans les algorithmes de l'apprentissage automatique ou bien le machine learning. Donc, on a déjà présenté les définitions et les types de ces paramètres et ces hyperparamètres et aussi leur importance. Donc, on va faire un exemple, c'est-à-dire sur un dataset, le dataset iris, des fleurs d'iris. On va essayer d'implémenter un modèle, par exemple la régression linéaire, pour pouvoir toucher l'importance de ces paramètres et de ces hyperparamètres dans le modèle et aussi dans l'algorithme. Bien, donc on termine notre exposé de la vidéo précédente, la partie 1, ça c'est la partie 2. Donc, on était au niveau de la régression linéaire, ok? Donc, on a dit que la régression linéaire, c'est un modèle d'apprentissage supervisé. Donc, on a deux types de régression linéaire. Il y a la régression linéaire simple et il y a la régression linéaire multiple. Ok? Ici, avec E, normalement, il faut toujours corriger les erreurs d'orthographe. Donc, régression ici avec E. Ok? Je vais corriger une seule fois. Et je termine par la suite. Bien. Donc, la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple. Donc, la régression linéaire simple, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une seule variable explicative. On va considérer une seule variable, une seule caractéristique ou bien une seule feature. Alors, on est dans le cas de la régression linéaire simple. Pour la régression linéaire multiple, comme son nom l'indique, on va considérer plusieurs, c'est-à-dire plusieurs variables explicatives, plus que 1. C'est-à-dire la dimension m, elle est supérieure ou égale à 2, plus qu'une seule variable explicative. Très bien. Donc, on va faire un premier cas avec la régression linéaire simple et puis on va voir la régression linéaire multiple. Bien sûr, après, on va voir la régression polynomiale. Bien. Tout ça, c'est dans le but de voir l'importance. On va faire des tests sur le dataset iris pour voir l'importance des paramètres et des hyperparamètres dont on a parlé dans la vidéo précédente. On a vu... J'ai récapitulé quelques paramètres et hyperparamètres concernant quelques algorithmes du machine learning. Donc, par exemple, la régression linéaire, on a les coefficients du modèle et on a le biais, ou bien la pente. Et aussi, c'est-à-dire, on a remarqué pour la régression linéaire simple ou bien multiple, il n'y a pas d'hyperparamètres. Puis, on va voir la régression polynomiale. On a vu qu'il y a comme hyperparamètre le degré du polynôme, le degré n. Donc, on va faire une implémentation du modèle régression polynomiale et on va faire des tests pour toucher l'importance et l'impact de l'hyperparamètre sur les résultats, bien sûr, de l'apprentissage. Très bien. Donc, on va revenir à notre premier cas. Notre premier cas, c'est la régression linéaire simple. Donc, on va considérer une régression linéaire simple, donc avec une seule variable. Donc, avant d'entamer l'implémentation en Python, on va essayer de s'intéresser au dataset parce que c'est très important. C'est le input, les données d'entrée. Donc, c'est sous forme de dataset. C'est très important de bien, c'est-à-dire comprendre la structure du dataset ou bien des données d'entrée. Donc, on va appliquer les algorithmes, par exemple, de la régression linéaire simple sur le dataset iris. C'est un ensemble de données sur les fleurs iris. Donc, ici, je vous donne le lien pour télécharger le dataset iris. Donc, je vais considérer le fichier de type .csv. Donc, je vais prendre le lien ici. Donc, je vais vous montrer quelques démarches pour télécharger et utiliser ce dataset. Donc, je vais prendre le lien. Bien. Donc, je vais... Donc, c'est le lien du site UCI Edu. Très bien. Donc, on voit ici qu'il y a, c'est-à-dire ici le dataset iris, on a des informations sur le dataset, combien il y a d'attributs, etc., les différentes classes, etc. Donc, on va essayer premièrement de télécharger, de voir le folder. Donc, vous voyez les dossiers dont on a besoin. Donc, il y a plusieurs dossiers ici, c'est-à-dire explicatifs. Bon, dans notre cas, on a besoin de iris.data, c'est-à-dire les caractéristiques et c'est-à-dire les features et la target, les caractéristiques et l'observation. Et on a aussi besoin de iris.name pour pouvoir, c'est-à-dire renommer nos colonnes. Je vais vous expliquer. Donc, je vais télécharger iris.data. Très bien, vous voyez que j'ai téléchargé iris.data. Et aussi, je vais télécharger iris.name. Pardon. Très bien. Donc, je vais voir
mon fichier téléchargement pour voir les deux fichiers. Normalement, ce sont des fichiers qui peuvent être, c'est-à-dire ici, vous voyez, qui sont de type, c'est-à-dire fichier data et fichier name. Donc, je vais lancer ce premier fichier avec un éditeur de texte comme le WordPad par exemple. Très bien. Donc vous voyez ici qu'on a des informations. Donc c'est une structure tableau. On a des informations, bien des caractéristiques, bien des colonnes qui sont séparées par des virgules. Très bien. Vous voyez que les différentes colonnes sont de type réel et la dernière colonne elle est de type caractère parce que c'est le type de la fleur. Donc chaque ligne c'est une fleur parce que chaque colonne, c'est-à-dire chaque élément de la colonne c'est une caractéristique de la fleur et ici c'est la catégorie ou bien l'espèce de la fleur ou bien le spécimen de la fleur. Très bien. Donc ce qui manque ici, c'est la première ligne qui va nous donner les libelles, c'est-à-dire l'appellation de chaque colonne. Donc on va lancer le deuxième fichier iris.name. Vous voyez ici c'est le fichier data, données, et c'est le fichier names, bien les noms des différentes colonnes. Je vais le lancer ici. Donc il va me donner ici des informations sur les différentes, c'est-à-dire sur le dataset. Il y a ici, vous voyez c'est en anglais, donc le title, iris plant database. Ici il y a beaucoup d'informations sur la source, etc. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de quoi dans ce fichier? J'ai besoin des noms des colonnes, c'est-à-dire les noms des attributs. Donc attribute information. On a 5 attributs, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais prendre ici c'est-à-dire les différents noms. Je vais faire une copie-coller. Ok, CTRL-C. Vous voyez dans la classe, on a 3 classes, la Cytosa, la Versicolor et Virginica. Très bien. Donc je vais ouvrir le fichier ici qui est sous forme de, c'est-à-dire de tableau. Donc on pouvait même l'ouvrir avec l'Excel, le tableur Excel et le classifieur. Donc je vais prendre pour la première colonne sépale length, c'est la longueur de la sépale. Je vais ici mettre ici, c'est-à-dire pour enlever l'espace, un tiret 8. Très bien. Je vais mettre une virgule parce que vous voyez que ici les colonnes sont séparées par des virgules. Donc virgule. La deuxième nomination, c'est-à-dire c'est sépale width, la largeur de la sépale. Vous voyez que c'est en centimètres. Donc je vais écrire ici pour la deuxième colonne. Très bien. Donc la même chose, je vais enlever l'espace en mettant un tiret 8. Très bien. Maintenant, je vais mettre une virgule ici, à ce niveau-là. Très bien. Et puis, je vais prendre la troisième colonne. C'est la pétale, la longueur de la pétale. Donc, je vais faire enlever l'espace avec un tiret 8. Je vais mettre une virgule parce qu'il faut respecter le séparateur. Puisque la séparation entre les différents colonnes c'est en virgule, je respecte la virgule. Je veux dire, j'utilise toujours la virgule. Je ne dois pas utiliser un autre caractère. Sinon, il y aura confusion. La même chose, la largeur de la pétale. CTRL-C. Ici. CTRL-V. Je vais enlever l'espace avec un tiret 8. Et puis la classe. Je peux utiliser un nom classe, ou bien spécimen, ou bien species en anglais. En CTRL-V, je vais respecter classe. Très bien. Donc, je vais enlever ce copier-coller ici. Très bien. Donc, vous voyez que j'ai mon dataset qui est complet avec les libelles de chaque colonne. Très bien. Donc, je vais le sauvegarder. Et puis, je vais renommer le fichier. Parce que le fichier que je vais utiliser, c'est un fichier CSV. Donc, je vais prendre mon fichier ici, les données, fichiers données. J'ai plus besoin du fichier name parce que j'ai pris les noms des différentes colonnes. Maintenant, pour le fichier data, les données, je vais faire une renommation. Donc, c'est iris.csv. Ok, très bien. Et je peux l'ouvrir avec l'Excel pour voir. Ouvrir avec. Je vais voir. Ici. Parce qu'automatiquement les fichiers CSV ils s'ouvrent avec l'Excel automatiquement. Très bien. Donc j'ai déjà ici mon fichier
dans le... J'ai mis l'emplacement de mon fichier que j'ai déjà utilisé ici dans le, voyez, dans le, c'est-à-dire le fichier, dans le répertoire, ou bien dans le, c'est-à-dire la partition D, pour l'appeler, pour spécifier le chemin dans le Python. Donc c'est, vous voyez ici, je peux lancer avec Excel, parce que le fichier CSV s'ouvre avec l'Excel. Vous voyez, donc c'est la même chose. Dans ce fichier là, j'ai renommé ici, au lieu d'utiliser classe, j'ai utilisé species, mais c'est la même chose. Vous pouvez respecter les noms du fichier que j'ai téléchargé, mais c'est toujours correct. Très bien. Donc une fois que j'ai mon fichier, je vais lancer mon navigateur Anaconda. Très bien, j'ai utilisé Jupyter pour lancer bien sûr mes programmes. Donc j'ai déjà mon programme ici, j'ai préparé le programme. Donc pour ne pas perdre du temps dans la vidéo, donc je vais importer les librairies dont j'ai besoin. Donc il y a par exemple ici NumPy, je n'ai pas utilisé NumPy, donc je peux l'enlever ici parce que pour le moment je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais utiliser la librairie Panda. Vous voyez que chaque fois que j'aurai besoin d'une librairie, je vais la télécharger. Mais on pouvait mettre, c'est-à-dire les téléchargements, c'est-à-dire dans l'entête du programme pour télécharger toutes les librairies dont on aura besoin. Pour mon cas, je vais le faire pas à pas. Très bien. Donc pour le moment, je voudrais charger mon dataset Iris que j'ai stocké ici. Vous avez remarqué dans la partition D et je l'ai appelé iris.csv. C'est un fichier, vous voyez, CSV. Ok. Donc je vais le charger avec c'est-à-dire la fonction readCSV de Panda. Donc j'ai besoin de la librairie Panda. Donc ici c'est iris.csv dans la partition D. Très bien. Vous voyez que j'ai spécifié que la séparation entre les colonnes c'est un virgule. C'est une virgule plutôt. Donc on pouvait avoir des points virgules ou bien d'autres caractères. Dans mon cas, le dataset que j'ai téléchargé, la séparation entre les colonnes est spécifiée par la virgule. Très bien. Donc df hit pour pouvoir afficher mon dataset. Donc je vais exécuter Shift Entrée. Très bien, donc vous voyez qu'il m'a affiché mon dataset avec les différentes colonnes ici. Donc on a la longueur de la sépale, la largeur de la sépale, la longueur de la pétale et la longueur de la pétale. Et on a bien sûr l'espèce ou bien la classe. Très bien. Donc vous voyez ici que j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes sur le dataset Iris. C'est un dataset qui contient 150, c'est-à-dire caractéristiques, 150 observations, donc bien 150 exemples. Donc c'est un dataset pour pouvoir l'utiliser dans de l'apprentissage, pour faire de l'apprentissage automatique. Bien, bien. Maintenant, je vais spécifier le x et y, les deux variables, la x qui est les futures, les caractéristiques, et le y qui sont, c'est-à-dire les observations, bien la target. Donc je vais utiliser la fonction iloc pour pouvoir, c'est-à-dire voir quelle colonne utiliser. Je ne vais pas utiliser toutes les colonnes du dataset, parce que je vais faire de la régression linéaire simple. Donc je vais prendre une seule colonne. Je vais considérer ici, vous voyez que je vais prendre toutes les lignes, c'est-à-dire 150 lignes, et ici je vais prendre une seule colonne, donc c'est A. Maintenant, je vais faire un print x.shape pour voir la dimension de x. La même chose pour y, je vais utiliser la fonction iloc, bien sûr du dataset df, et je vais prendre la deuxième colonne. Vous voyez ici la deuxième, c'est la troisième colonne, parce qu'on commence c'est-à-dire en Python, la première colonne a comme index 0. Donc on a 0, 1, 2. Donc normalement 0 c'est la première colonne, 2 c'est la deuxième colonne, ainsi de suite. Donc ici la première colonne, donc normalement c'est ça, c'est la largeur de la pétale. Vous voyez, c'est sépale, oui, ou width, la largeur de la sépale. Et la deuxième colonne, donc c'est 0, 1, 2, donc c'est la longueur de la pétale. Très bien.
Maintenant, dans des cas, il faut faire attention. Il faut toujours exécuter print x.shape pour voir la dimension de x et y. Pourquoi? Parce qu'on utilise ici x et y comme étant des matrices. Malgré que c'est des vecteurs qui sont une seule colonne, mais on va les considérer comme des matrices. Donc il faut exécuter le point shape, x.shape et y.shape pour voir qu'on a ici, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc on a une colonne. Sinon, parce que dans des cas, il va, c'est-à-dire, il va considérer, il va pas utiliser le numéro de la colonne, donc il y aura une erreur dans l'apprentissage par la suite, mais dans la génération du modèle. Donc, si vous avez cette erreur-là, vous pouvez utiliser reshape pour pouvoir, c'est-à-dire redimensionner votre vecteur, le considérer comme une matrice qui a, c'est-à-dire n lignes et m colonnes. M ici égale à 1. On va revenir au cours avant de terminer. Donc, on est en train de faire de la régression linéaire simple. Très bien, on récapitule. Donc, normalement, la régression linéaire simple, c'est quoi? On a ici le modèle de la régression linéaire, en général. C'est y x θ est égal à θ0, qui est le biais ou bien la pente, plus θ1 x1 plus θ2 x2 jusqu'à xn, qui est la dimension considérée. Dans notre cas, et on a y bien sûr. Dans notre cas, on va prendre c'est-à-dire régression linéaire simple. On va considérer qu'un seul x. Donc soit y une valeur représentant l'espèce de la fleur. Donc ici, on ne va pas prendre l'espèce. Y, elle va considérer y une valeur représentant la largeur de la sépale, parce qu'on a les sépales et les pétales de la fleur iris. Pour la régression linéaire simple, l'équation que nous allons essayer c'est-à-dire de considérer, c'est ça. C'est yx θ égale à θ0 plus θ1 fois sépale length. Ici, donc, c'est pas la largeur, la longueur. La longueur de la sépale. La longueur. Très bien. Donc, c'est sépale length. D'accord? Donc, on va considérer la première colonne. Bien. Maintenant, on pouvait prendre n'importe quelle colonne. Dans notre cas, puisqu'on est dans un cas d'essai, on va considérer la première colonne qui est nommée, ou libellée, c'est pas length. Donc ici, j'ai remplacé le x par sa sémantique, c'est-à-dire par son libellé qui est c'est pas length. Normalement, c'est θ0 plus θ1 x. X, on a on va prendre une seule caractéristique, c'est-à-dire une seule colonne qui est libellée sépale length, la longueur de la sépale. Donc, on a les constituants de notre modèle, de notre régression linéaire simple. Donc, notre modèle de la régression linéaire simple est le suivant. C'est ça. Donc, vous voyez, on a deux paramètres. On a le biais ici, et θ1 qui est le coefficient de x. Donc, on a les constituants du modèle. On a le x qui est la longueur de la sépale. C'est le vecteur des caractéristiques. On prend une seule variable. Et on a le θ qui est formé de deux valeurs, θ1 et θ0, qui est le vecteur des paramètres. On a ajouté le biais au θ pour pouvoir utiliser la représentation, c'est-à-dire matricielle, pour pouvoir utiliser le calcul matriciel. Donc, on considère x et y comme des matrices. Donc, nous pouvons réécrire l'équation ici de façon matricielle. Donc, grand y égale grand x point θ. Avec le point ici, c'est quoi? C'est le produit matriciel. Donc, on a la dimension ici. X, c'est R1. Normalement, c'est N fois 1. Et Y, c'est R N fois 1. C'est N ici, normalement. D'accord, il y a une erreur. Et θ, c'est R. Normalement, on a deux, c'est-à-dire deux caractéristiques. Donc, 2 fois 1. On a une seule colonne et deux variables. θ0 et θ1. Donc, on devait normalement changer ici. Parce que de N ici, c'est 1. C'est N. Très bien. Maintenant, je vais ici m'intéresser c'est-à-dire au concept de base de l'algorithme du modèle et l'algorithme de la régression linéaire. Donc, notre but c'est quoi? On voudrait déterminer les paramètres. Ici, le x et y ce sont les connus, c'est-à-dire c'est les valeurs connues. Le θ, c'est les valeurs inconnues. Donc ici, c'est les paramètres qui sont inconnus. Les x et y sont connus parce que ce sont les futures et la target de notre dataset. Donc on a déjà spécifié comme étant les sépales length et y, c'est l'observation de chaque, c'est-à-dire dédié à chaque ligne x. Donc ici, le paramètre θ, il va être, donc on va utiliser un algorithme d'apprentissage qui va nous déterminer les meilleures valeurs des paramètres θ0 et θ1 pour obtenir un modèle ici linéaire qui va être utilisé par la suite pour la prédiction des nouveaux cas. Très bien. Maintenant,
Ça, c'est le principe général. Mais sur le plan, c'est-à-dire optimisation, sur le plan mathématique et algorithmique, déterminer le modèle d'apprentissage de la régression linéaire simple revient à résoudre le problème d'optimisation suivant. Donc, on a un problème d'optimisation. Globalement, un problème d'optimisation, c'est quoi? La structure d'un problème d'optimisation, bien la structure du modèle d'un problème d'optimisation. C'est une fonction objective sous des contraintes. Donc, c'est le même cas ici. On a une fonction objective à minimiser sous une contrainte. La fonction objective, c'est quoi? On voudrait, c'est-à-dire minimiser les espaces entre les points et le modèle. Donc, c'est min fθ qui est égal à 1 sur m somme de f de x moins y au carré. On a dit que, on a vu comment on a obtenu ce modèle-là dans la vidéo précédente. Comment on a obtenu le modèle ici de la fonction objective. On a le modèle ici général, la régression polynomiale. On a vu le cas spécifique de la régression linéaire. Et on a vu comment on a obtenu ici la fonction coût, qui est une fonction à minimiser pour pouvoir, bien sûr, avec les contraintes qui sont y est égal à θ0 plus θ1x. Donc, on a ici l'écriture, c'est-à-dire algébrique, donc c'est minimum de fθ. Donc on a ici comme variable le θ, l'inconnu sur le θ. On voudrait quelles sont les valeurs des paramètres θ qui minimisent cette fonction, en connaissant le y et le x qui sont la target et les futures déduits du dataset. Donc il est égal à θ0 plus θx1. Ça c'est l'écriture algébrique. L'écriture matricielle, c'est min f de x égale 1 sur m somme de y égale à m x point θ moins y au carré. Donc, c'est sous la contrainte y égale x point θ. Donc, on a un problème d'optimisation avec une fonction objective à minimiser sous des contraintes. Sur l'explication détaillée du modèle, je suis en train de vous préparer une vidéo pour expliquer très bien comment on a obtenu cette, c'est-à-dire fonction objective, la formule algébrique de la fonction objective. Très bien. Donc, automatiquement, c'est un problème d'optimisation avec les x et y sont, bien sûr, x c'est le vecteur des caractéristiques, les futures, y c'est la target, c'est-à-dire le vecteur des résultats, θ c'est le vecteur poids ou bien des coefficients du polynôme. Dans notre cas, c'est la régression linéaire, c'est-à-dire c'est un polynôme de degré 1. Et c'est le vecteur paramètre qui contient tous les paramètres du modèle de la régression linéaire. θ0 c'est le b ou bien c'est la pente. Bien sûr, pour l'écriture matricielle, on considère les matrices y et x. On a déjà dit, on préfère utiliser les matrices parce que le calcul volumineux, parce qu'on a un dataset, le calcul est plus souple et plus rapide. Et bien sûr, on utilise le produit point ici, que j'ai symbolisé avec point, c'est le produit de la matrice x avec la matrice θ. Donc θ c'est un vecteur, mais on va utiliser comme étant une matrice. Très bien. Maintenant, la régression linéaire, ou bien en anglais linear regression, ajuste un modèle linéaire avec des coefficients θ, qui sont les paramètres, pour minimiser la somme résiduelle des carrés entre les cibles, les observations, dans l'ensemble des données, le dataset, et les cibles prédites par l'approximation linéaire. Donc ici, c'est-à-dire minimiser la somme résiduelle des carrés. Donc c'est ça la sémantique de notre fonction objectif. Ce sont les résidus des carrés vis-à-vis des données d'entrée. Très bien. Donc ça c'est le principe de la régression linéaire. Maintenant, notre modèle, donc c'est un problème d'optimisation, très bien. Automatiquement, si on a un problème d'optimisation, donc on va le résoudre en utilisant une technique ou bien une méthode d'optimisation. Dans le cas ici, puisque c'est un problème, vous voyez, c'est un problème quadratique, parce que on a ici c'est-à-dire il est non linéaire, parce que c'est-à-dire le problème d'optimisation, parce qu'on a ici une fonction objective qui est non linéaire, les contraintes sont linéaires. Donc globalement, c'est un problème d'optimisation non linéaire. On peut utiliser plusieurs méthodes, mais les méthodes les plus utilisées, ce sont la méthode de la descente de gradient et la méthode des moindres carrés. Parce que c'est des méthodes qui sont plus adaptées au modèle. Mais on peut toujours utiliser, bien essayer d'autres méthodes, surtout si on est dans un cadre de recherche. Le fait qu'on a structuré notre apprentissage automatique, bien sûr dans le cas de la régression linéaire, sous forme d'un problème d'optimisation, on peut toujours essayer toutes les méthodes d'optimisation. Mais dans notre cas, surtout parce qu'on utilise le modèle déjà implémenté de scikit-learn, donc c'est un modèle qui est basé sur la descente de gradient, donc il est résolu, c'est-à-dire on obtient le modèle avec la méthode de descente de gradient. Mais il y a aussi un cas avec la méthode des moindres carrés. Et on peut toujours essayer d'autres méthodes. Ça, c'est pour vous situer dans le cadre, bien le contexte, que l'apprentissage automatique, c'est de l'optimisation.
C'est-à-dire, on utilise les techniques et les algorithmes ou bien les méthodes de l'optimisation, toutes les techniques du domaine de l'optimisation, qui est un domaine très vaste et basé sur les notions mathématiques, statistiques et probabilistes. Donc, c'est-à-dire les algorithmes de l'apprentissage automatique sont basés sur les techniques d'optimisation. Parce que déjà dans le modèle de la régression linéaire, on a obtenu ce problème d'optimisation qui est la minimisation d'une fonction objective sous des contraintes. On va voir la même structure dans chaque algorithme qu'on va aborder. On va aborder la régression linéaire multiple, on va le voir. On va aborder la régression polynomiale, on va voir la même chose, qu'on est toujours affronté à un problème d'optimisation avec une fonction objective sous des contraintes. Ce qui change, c'est la structure de la fonction objective et la structure des contraintes, parce que, c'est-à-dire le modèle change. Donc, très bien. Maintenant, donc, on est toujours dans le cas de la régression linéaire simple. Donc, le modèle de la régression linéaire simple est formé d'une seule variable explicative x, parce qu'on a dit linéaire simple. Donc, on va considérer une seule colonne. Donc, on a des coefficients a et b. Non, pas a et b ici, c'est θ. θ0 et θ1. CTRL C. Il faut que je respecte, c'est-à-dire je généralise la notation pour ne pas se perdre. Donc, c'est θ0 et θ1. Puisque j'ai commencé, c'est-à-dire mes données, ou bien mes modèles. J'ai expliqué mes modèles en utilisant le symbole θ, donc je dois utiliser la même nomination. Très bien. Donc, notre modèle de régression linéaire simple, il utilise une seule variable explicative x, une seule colonne. Dans notre cas, on a considéré la colonne de la sépale length, la longueur de la sépale. On a les coefficients, bien les paramètres θ0 et θ1, qui sont les paramètres du modèle. Donc, θ0, c'est quoi? On a déjà parlé de ça, mais je le répète toujours parce que c'est important. Pour toucher que c'est mathématique. C'est-à-dire le principe de l'algorithme et du modèle, c'est mathématique. Donc θ0, c'est l'ordonnée d'origine, ou bien on l'appelle l'interception. C'est-à-dire c'est la valeur de θ0, également appelée interception, qui indique le point où la ligne de la régression estimée croise l'axe Y, l'axe des ordonnées. C'est pour ça que c'est une ordonnée. Donc c'est la valeur de la réponse estimée f de x pour x égale à 0. Donc des fois, ça passe par le centre lorsque le θ0 égale à 0, et lorsque ça passe pas par le centre, donc c'est-à-dire on a un x différent. Donc pour le x égale à 0, on trouve f de x différent. Donc θ1, c'est la pente ou bien le biais, ou bien en anglais c'est la slope. C'est la valeur de θ1 qui détermine la pente de la droite de régression estimée. C'est-à-dire si on a une droite comme ça ou bien comme ça. C'est-à-dire bon, l'essentiel c'est la pente de la droite. Normalement, c'est des concepts mathématiques liés au modèle linéaire. Donc on a ici notre modèle, c'est y x θ qui est égal à θ0 plus θ1 fois sépale length, c'est le x. C'est-à-dire ici pour vous montrer que j'ai considéré la colonne de la longueur de la sépale. Je pouvais considérer n'importe quelle colonne. Dans mon cas, parce que c'est un cas d'essai, de test, donc j'ai considéré cette colonne-là, mais on peut toujours changer les colonnes selon notre besoin ou bien selon notre étude. Très bien. Donc, je récapitule. Donc, θ0, c'est l'interception, bien c'est l'ordonnée à l'origine. Elle peut être égale à 0 comme elle peut être différente de 0. Et on peut ici avoir, c'est-à-dire, et le θ1, c'est la pente de la, c'est-à-dire de la droite, c'est-à-dire sur le plan géométrique, c'est la pente de la droite. Sur le plan algébrique, c'est le biais. Très bien. Maintenant, puisque c'est un problème d'optimisation, donc la résolution de ce problème d'optimisation est le fait de trouver les bonnes valeurs, ou bien les valeurs optimales du vecteur des paramètres θ, rendant l'équation vraie pour la majorité des iris, ou bien la majorité des variables. Nous allons utiliser une régression linéaire. Pour résoudre ce problème d'optimisation, le modèle Linear Regression de la librairie Scikit-learn Model utilise la méthode de descente de gradient pour optimiser le coût et obtenir les valeurs optimales de θ qui est le vecteur des paramètres. Donc le fait de dire optimiser le coût, parce qu'on sait que dans le cas de l'optimisation, c'est-à-dire dans le cas où on est dans le mono-objectif. Je me situe toujours, parce qu'on sait que dans l'optimisation, il y a le multi-objectif et le mono-objectif. Dans notre cas, c'est le mono-objectif, parce que j'ai une seule fonction objective qui est une minimisation sous des contraintes. Donc le fait de dire que optimiser le coût c'est-à-dire pour obtenir les meilleures valeurs, bien les valeurs optimales de θ, c'est le fait de dire minimiser. On est dans le cas d'une minimisation. On pouvait être dans le cas d'une maximisation, mais selon le principe de l'algorithme de la descente de gradient, on est en train de minimiser la fonction coût pour, c'est-à-dire obtenir les meilleures valeurs, bien les valeurs optimales du vecteur θ qui est le vecteur des paramètres. Donc la résolution de notre problème d'optimisation, elle va trouver les paramètres θ0 et θ1 dans notre cas, qui permettent de déterminer la relation entre les attributs, le x et y, c'est-à-dire les attributs qui est le x et le future, la target futures. Ici,
Je ne vais pas spécifier que c'est le spécimen parce que c'est dans le cas général. Parce que je l'avais fait pour le cas de la classification, c'est pour ça que normalement, entre les attributs X et Y. Donc les θ, c'est-à-dire qu'on va obtenir par l'apprentissage, c'est-à-dire le fait de déterminer le modèle ici, c'est-à-dire qui est obtenu en résolvant le problème d'optimisation ici, qui est la minimisation du force objectif sur la contrainte ici, qui est x θ égale θ0 plus θ1x. Le fait d'obtenir θ0 et θ1, c'est-à-dire les meilleures valeurs de θ0 et θ1, c'est pour pouvoir trouver la relation entre x et y, pour pouvoir prédire, c'est-à-dire le fait de trouver la relation entre x et y, ça déterminer les valeurs θ0 et θ1. Donc on a un modèle, on va obtenir un modèle avec les θi connus. Très bien. Ce modèle va être utilisé pour que la machine puisse prédire l'observation, ou bien la target, ou bien y, la valeur de y, des nouveaux cas. C'est-à-dire si on a une nouvelle, c'est-à-dire de nouveaux caractéristiques d'une nouvelle fleur, on voudrait voir cette fleur-là, quelle est son observation, quel est son y, quel est son résultat, bien quelle est sa sortie. Ok, donc cette prédiction, c'est grâce au modèle. Ici, c'est la machine qui va nous répondre. C'est la machine qui va réfléchir et nous dire quel est le résultat de Y pour les nouveaux cas. Mais cette réflexion, comment elle est obtenue? La machine, elle est toujours artificielle. Donc sa réflexion, elle va être à la base du modèle qui était déjà défini a priori par la résolution du problème d'optimisation qui est la minimisation de fθ sur bien sûr la contrainte linéaire y xθ égale à θ1 plus θ0 plus θ1x. Vous voyez, donc c'est toujours à base d'optimisation. Bien. Maintenant, très bien. Donc la régression linéaire, dans mon principe général, je récapitule. Il faut calculer le θ0, l'ordonnée à l'origine pour le modèle, qui est la régression linéaire simple. S'il est défini sur force, parce qu'on pouvait le spécifier sur force, c'est-à-dire on voudrait que les valeurs la droite soit centrée. Donc aucune interception ne sera utilisée dans les calculs, c'est-à-dire que les données doivent être centrées. Ça, c'est un cas particulier. Ça revient à notre cas d'étude. Et on doit déterminer la valeur de θ1 qui détermine la pente ou bien le slope en anglais de la droite de régression estimée. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est des valeurs et je vous ai donné leur interprétation géométrique. La valeur de θ0, c'est l'ordonnée à l'origine pour le modèle et la valeur de θ1, c'est la pente de la droite de régression linéaire estimée. C'est-à-dire qu'on va voir par la suite. Ici, comme une remarque, je vais parler de l'encodage des données. En général, on a besoin d'encodage. Dans notre cas, dans ce cas de la régression linéaire simple, on ne va pas utiliser d'encodage. Pourquoi? Puisqu'on va considérer Y, c'est-à-dire la target, comme la deuxième colonne du dataset, la sepal width. Donc, le type des données de la colonne est déjà réel, c'est-à-dire c'est de type réel. Donc, les données de la colonne dans le dataset, il est de type réel. Donc, ce n'est pas la peine de faire un encodage. On va voir après, lorsque je vais utiliser la classification, pour utiliser la colonne des espèces, on va voir que c'est-à-dire le type de la colonne, c'est de type caractère. Donc on est obligé de faire la conversion des caractères en réel. Ok, donc l'encodage n'est pas nécessaire, on peut faire de l'apprentissage automatique directement. On va considérer X qui est composé de deux colonnes. Donc normalement X c'est une seule variable, très bien. Mais dans l'écriture matricielle, on va prendre deux colonnes. Pourquoi? Pour valider ici le produit matriciel, x fois θ. Donc, puisque ici, une seule colonne, et θ, c'est 2 fois 1. θ appartient, c'est-à-dire on a deux lignes et une colonne. On sait que dans le produit matriciel, il faut que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes. Donc, automatiquement, je vais considérer, puisque dans le θ, dans le vecteur θ, on a pris le biais comme étant une valeur du θ. Vous voyez ici, je l'ai reconsidéré c'est-à-dire le θ0, je l'ai pris dans le vecteur θ. Donc je vais faire ici, très bien. Donc X est composé de deux colonnes. La première colonne c'est la colonne de sépale length, la longueur de la sépale. La deuxième colonne elle contient 1, la valeur 1. Pourquoi? C'est pour le biais, parce que le biais θ0 il va être contenu dans le vecteur θ. Donc chaque ligne de la matrice représente une fleur parce que chaque ligne de la matrice ou bien chaque ligne du dataset c'est des caractéristiques de la fleur pour à la fin dire que la fleur elle est de type Setosa ou bien Virginica ou bien c'est-à-dire selon les types ou bien les spécimens de chaque fleur. Donc chaque ligne de la matrice représente une fleur. Très bien.
Donc l'essentiel, c'est-à-dire cette partie de représentation du cours, avant de passer à l'implémentation, pour montrer à l'étudiant que je suis dans le cadre de la résolution d'un problème d'optimisation. On a une fonction objectif à minimiser sous une contrainte linéaire. Très bien. Donc je reviens à mon programme ici. Donc j'ai chargé mon dataset ici, vous voyez le iris.csv, très bien. Maintenant, j'ai spécifié le x et y. Donc vous voyez ici que j'ai, c'est-à-dire, je vais exécuter, c'est 150. On a 150 exemples avec une seule colonne et 150 exemples de y avec une seule colonne. Donc il faut premièrement que le x et y doivent avoir la même dimension. Deuxièmement, dans notre cas de la régression linéaire simple, et ici, il faut qu'on a la ligne et la colonne. Donc très bien. Donc j'ai fixé mes deux variables, les futures x et les target y, en utilisant bien sûr la fonction iloc. Maintenant, je vais faire une impression, pour vérification, de la matrice x. Donc vous voyez que même ici, le symbolisme, c'est une matrice. Vous voyez que, parce qu'en Python, le symbolisme d'une matrice, c'est un crochet, puis un deuxième crochet pour chaque ligne. Chaque ligne, c'est dans de crochet. Et le grand crochet, c'est la colonne. Donc on a une seule colonne et 150 lignes. Donc ça, c'est le x. La même chose pour, vous voyez, c'est de type réel, très bien, donc on n'a pas besoin d'encodage. La même chose pour y, print y, qui est la target, shift entrée, l'exécution. Donc vous voyez que la même chose, y est considéré comme une matrice. On a une colonne et 150 lignes. Et vous voyez ici que le y c'est de type réel, donc on n'a pas besoin d'encodage. On va voir dans la vidéo qui va suivre que je vais utiliser un encodage parce que je vais utiliser la dernière ici. Donc je vais utiliser la dernière colonne du dataset. Elle est de type, vous voyez ici, c'est ilicetosa, etc. Donc c'est de type caractère. Et pour faire de l'apprentissage automatique, on doit utiliser des réels, des nombres. Donc je vais faire de la conversion. Pour mon cas ici, je ne vais pas faire de l'encodage parce que toutes les colonnes considérées sont de type réel. Très bien. Donc maintenant, je vais ici faire une visualisation graphique de mon dataset sous forme de points, bien sûr, de nuages de points. Donc, j'ai utilisé bien sûr c'est-à-dire la fonction scatter de matplotlib, pyplot. Et bien sûr, je vais faire, c'est-à-dire je vais dessiner mon repère sous forme d'une grille pour une meilleure lisibilité. Donc, j'ai utilisé la fonction grid. Bien, donc je vais exécuter, shift entrée. Très bien, donc vous voyez que j'ai mon repère qui est ici sous forme d'une grille et on a différents points du dataset, ce sont c'est-à-dire les x, c'est-à-dire vis-à-vis de la première, c'est-à-dire x qui est la longueur de la sépale des fleurs iris. Et ici c'est l'observation. Donc c'est l'ensemble des points. Très bien. Maintenant, une fois que j'ai mon ensemble de nuages de points, je vais maintenant définir et entraîner le modèle. Donc je vais utiliser la librairie scikit-learn pour emprunter le modèle Linear Regression de scikit-learn Linear Model. Très bien. Donc je vais appeler ça LinReg, qui est notre modèle linéaire simple. Je vais faire de l'apprentissage avec la fonction .fit et bien sûr, bon ici pour la prédiction, ça c'est pas très bien. Donc j'ai défini mon modèle ici et j'ai entraîné mon modèle. J'ai défini avec Linear Regression, avec le modèle Linear Regression et je l'ai entraîné avec la fonction fit. Bien. Donc je vais exécuter. Très bien. Maintenant, je vais essayer c'est-à-dire de visualiser mon modèle. Normalement, mon modèle, c'est une régression linéaire simple. Donc, c'est une droite. OK? On a une seule variable et une seule observation. Donc, c'est une droite. On va le voir. Shift entrée. Donc, vous voyez ici qu'il va me visualiser ma droite. Très bien. Vous voyez que la droite, c'est-à-dire la pente, elle est dans ce sens-là. Vous pouvez avoir dans ce sens-là. Et vous voyez qu'on n'a pas, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, elle est différente de 0. C'est-à-dire, on n'a pas ici la droite qui passe par l'origine. Bien. Donc, vous voyez que notre modèle, il est linéaire. Très bien. C'est ça le modèle qui est généré, bien sûr, avec le modèle Linear Regression de scikit-learn. D'accord? J'ouvre la parenthèse. Je vous donne toujours cette remarque-là. On a utilisé directement le modèle régression linéaire de notre librairie scikit-learn qui est intégrée dans le langage Python. Mais pour un chercheur informaticien ou bien un data science, on pouvait implémenter, c'est-à-dire nous-mêmes le modèle, c'est-à-dire l'algorithme de la définition du modèle. Donc c'est pour cela que je vous ai, c'est-à-dire ici expliqué en détail la notion de problème d'optimisation, fonction objectif, l'algorithme utilisé qui est l'algorithme de descente de gradient ou bien l'algorithme de mode carré. Donc l'étudiant peut implémenter
implémenter lui-même, c'est-à-dire les différentes étapes de la détermination du modèle et de l'apprentissage. Donc il doit comprendre ces concepts mathématiques. Pour la descente de gradient, pour mieux comprendre son principe, j'ai déjà, c'est-à-dire injecté des vidéos qui expliquent très bien le principe de la méthode descente de gradient. Donc vous pouvez le consulter si vous voulez implémenter ou bien développer votre modèle de régression linéaire vous-même, sans utiliser le modèle prédéfini dans Scikit-Learn. Je vais vous laisser c'est-à-dire le lien des vidéos de la descente de gradient dans le premier commentaire épinglé. Bien, ou bien dans la description. Très bien. Donc j'ai mon modèle ici. Automatiquement, une fois que j'ai fait l'apprentissage avec toutes les valeurs x. Parce que je voudrais tester, c'est-à-dire la notion de régression linéaire. Je n'ai pas spécifié le y-test et le y-entraînement pour calculer les scores. Parce que dans mon cas ici, je teste la régression linéaire. Bien. Donc j'ai ma régression linéaire, c'est-à-dire mon modèle est appris sous tout le dataset, avec tout le x dataset, bien sûr, une seule colonne avec tous les exemples, très bien. Donc, une fois que j'ai c'est-à-dire ma régression linéaire ici, qui est sous forme de droite, très bien, je vais considérer un nouveau cas. Donc, je vais faire de la prédiction en utilisant ce modèle. Donc, c'est la machine qui va prédire la target, ou bien le résultat, en utilisant ce modèle généré automatiquement. Donc, le x nouveau, je vais par exemple prendre la valeur 4.0, par exemple, qui est normalement la longueur de la sépale. Bien. Donc, ici, je vais utiliser deux modules de Scikit-Learn, qui est linear, c'est-à-dire linear regression intercept et linear regression coefficient. C'est quoi l'intercept et coefficient? Je vais revenir à mon cours. Donc, normalement, c'est ça. Donc, l'interception, c'est le θ0, c'est-à-dire c'est, je l'ai déjà dit, c'est le point où la ligne de la régression linéaire croise l'axe Y. Ok, donc c'est l'ordonnée à l'origine, et le θ1 c'est la pente ou bien le biais ou bien le slope, d'accord? Donc c'est ça. Donc le θ0 c'est l'intercept et le θ1 c'est le coefficient. Ce sont deux modules qui sont intégrés dans Scikit-Learn que je peux utiliser. Donc ici j'ai deux façons pour faire de la prédiction. Je peux directement utiliser c'est-à-dire la fonction predict de Scikit-Learn. Donc predict ici, je vais prendre le modèle, c'est-à-dire le modèle que j'ai, c'est-à-dire linreg, le modèle que j'ai défini ici. Vous voyez, linreg, c'est linear regression, c'est-à-dire c'est ça, c'est cette droite-là. Je peux, c'est-à-dire utiliser le modèle généré avec la fonction predict et je vais donner la nouvelle valeur de x. Ou bien je peux directement, c'est-à-dire trouver le θ0, trouver le θ1 et faire le calcul y égale θ0 plus θ1 fois x. Donc dans mon cas, x nouveau c'est 4. Le θ0, comment je vais l'obtenir? Avec linreg intercept, c'est l'interception. Et je vais faire l'impression. Donc je vais afficher le paramètre θ0. Ça c'est θ0 ici. Ici, il faut toujours commenter votre programme pour que l'étudiant, bien le chercheur, se trouve facilement et peut faire la maintenance de ces programmes facilement. Donc, je vais déterminer le θ0, le premier paramètre de notre modèle de régression linéaire simple. Comment je vais le déterminer? Avec l'irreg intercept pour calculer le θ0. Vous voyez, il m'a donné la valeur de θ0, c'est 8,98. Donc, c'est le θ0. La deuxième valeur, c'est le θ1, qui est la pente. Donc, c'est l'irreg coef, avec le modèle coef. Donc, je vais exécuter. Il m'a donné la valeur du coefficient. C'est moins 1. Vous voyez que le moins, ça montre, c'est-à-dire il y a de l'homogénéité avec la géométrie. Parce que si c'était plus, la droite serait de ce sens-là. Puisque c'est moins, donc la droite, elle est dans ce sens, la pente. D'accord? Parce qu'on a dit que c'est-à-dire le θ1, c'est la pente. Bien le slope. Donc le moins 1,71, ça montre, c'est-à-dire ça montre bien que la droite, elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire que la pente, elle est dans ce sens-là. Très bien. Si c'est positif, elle sera dans ce sens. Ça, c'est des notions mathématiques que l'étudiant doit avoir à la base pour qu'il puisse comprendre ces algorithmes-là. Parce que l'utilisation aveugle, c'est pas... C'est-à-dire, c'est... Normalement, elle est...
c'est-à-dire c'est pas sain d'un informaticien ou bien d'un data scientist. Il faut c'est-à-dire malgré qu'il utilise des modèles prédéfinis, mais il faut qu'il comprenne ce qu'il y a en derrière sur le plan mathématique. C'est très important pour qu'il au moins le minimum pour qu'il puisse faire ses interprétations correctement ou bien même faire des améliorations. Bien, donc vous voyez que j'ai terminé le θ0 et θ1 en utilisant d'autres modèles. Le même apprenti, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une fonction que j'ai appelée notre modèle. Donc pour pouvoir trouver, c'est-à-dire la nouvelle valeur y du nouveau cas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le θ0, j'ai le θ1 et j'ai le x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire y égale à θ0 plus θ1 fois x. Donc le x ici c'est x nouveau qui est égal à 4. Donc c'est un calcul. Donc je vais définir une fonction de notre modèle qui a comme paramètre le j, θ0 et θ1. Le j c'est le x, le θ0 c'est-à-dire c'est le biais, θ1 c'est la pente. Donc return θ1 fois j plus θ0, c'est-à-dire c'est notre modèle qui est ici, c'est le θ0 plus θ1 fois le x. Donc je l'ai appliqué ici dans une fonction. Donc je vais exécuter cette fonction et je vais faire l'appel ici pour voir que les deux cas sont corrects. Le fait de déterminer chaque paramètre à part en utilisant bien sûr point intercept et point coef et faire une fonction qui calcule le modèle pour faire de la prédiction. Donc c'est return θ1 fois j qui est x, un paramètre de la fonction, plus θ0. Ou bien faire directement l'appel, c'est-à-dire appeler la fonction prédicte du modèle linear regression avec bien sûr comme paramètre la valeur du nouveau cas qui est x nouveau, que j'ai appelé x nouveau. Donc j'ai fait les deux cas pour voir que c'est la même chose. Donc y nouveau égale, donc comment je vais trouver la nouvelle observation, mais le résultat de mon nouveau cas que j'ai appelé x nouveau, c'est y nouveau. Donc je vais la calculer avec l'appel de la fonction notre modèle, bien sûr avec x nouveau comme x, θ0 que j'ai déterminé avec intercept et θ1 que j'ai déterminé avec linreg coef. Très bien. Je vais faire l'impression de ce y, la valeur, c'est-à-dire le résultat, la prédiction. Et la même chose avec, je vais faire un autre calcul qui est, normalement c'est la même chose, c'est linreg.predict, la prédiction avec bien sûr comme paramètre x nouveau. Donc, et je vais faire l'impression, on va voir que ça va donner la même chose. Donc ici, j'ai fait ce détail-là pour montrer les constitutions des paramètres du modèle. Parce que je suis en train d'expliquer les concepts, bien les notions paramètres et hyperparamètres des modèles de l'apprentissage automatique. C'est pour ça que dans l'exécution, j'ai spécifié le calcul des paramètres. Je vais faire la même chose pour les hyperparamètres dans les autres modèles que je vais utiliser par la suite. On va pas à pas. Au début, j'ai commencé avec une régression linéaire simple pour comprendre le principe et le contexte. Le fait de dire que c'est une résolution d'un problème d'optimisation. Et puis, je vais, c'est-à-dire faire la même chose dans le cas des paramètres et hyperparamètres. Dans le cas de la régression linéaire, on n'a que des paramètres, θ0 et θ1. On n'a pas besoin d'hyperparamètres parce que l'algorithme, il est connu, c'est la descente de gradient, c'est sa résolution, elle est c'est-à-dire elle est directe, elle ne contient pas d'hyperparamètres. On va voir dans la régression polynomiale qu'on a l'hyperparamètre qui est le degré du polynôme et on va toucher son impact sur les résultats en faisant les tests. Pour le moment, j'ai calculé mes paramètres θ0 et θ1 avec intercept et coefficient, très bien. Et puis, j'ai fait l'appel avec les deux cas, avec, c'est-à-dire notre modèle, c'est-à-dire en calculant le produit θ1 fois j plus θ0, ou bien avec la fonction prédicte de linreg. Donc shift entrée, j'exécute. Donc vous voyez que notre modèle de la régression linéaire simple est le suivant. Y égale, ici c'est le θ, c'est-à-dire le θ1 fois x plus θ0. J'ai affiché mon modèle sous forme d'une fonction linéaire, ou bien d'une équation linéaire. Ici vous voyez que j'ai prédit le nouveau cas qui est x nouveau égal à 4. Il m'a donné la même valeur. La valeur ici en utilisant ma fonction que j'ai déterminée pour calculer le modèle, c'est-à-dire en utilisant la structure du modèle qui est y égale à θ0 plus θ1 fois x, ou bien en utilisant la fonction prédicte du modèle regression de scikit-learn. Donc vous voyez que c'est la même valeur. Très bien. Donc on a déterminé les paramètres du modèle. Ça pour vous montrer que la définition du modèle d'apprentissage, c'est le fait de calculer les paramètres. C'est dans notre cas.
dans le cas où il y a des hyperparamètres, on calcule les paramètres en utilisant les hyperparamètres. Comment? On les spécifie manuellement, d'une façon aléatoire, ou bien en utilisant des heuristiques ou bien des méthodes d'optimisation adaptées à notre cas d'étude. C'est ce qu'on va toucher par la suite. Dans le cas de la régression linéaire simple, on n'a que des paramètres qui sont les coefficients du polynôme de degré 1, parce que la régression linéaire simple et multiple, c'est un cas particulier de la régression polynomiale, dont le degré est égal à 1. Très bien. Donc vous voyez que j'ai ma prédiction ici qui est égale à 2,13. C'est la même prédiction en utilisant les deux façons de la déterminer. Maintenant, je vais faire de l'affichage ici de ma prédiction pour vous dire que normalement, ici le Y, ici, c'est-à-dire le point sur le plan géométrique, le point prédit, normalement, il appartient à la droite. Ça, c'est la logique mathématique. Le point prédit, il ne doit pas être ici, c'est-à-dire il doit appartenir à la droite, parce que c'est cette droite, c'est ce modèle qui est utilisé par la machine pour faire de la prédiction. Comment? En utilisant le θ0 et θ1 et le x nouveau pour déterminer le y. Donc c'est sûr que le point obtenu, il appartient à la droite. Ça, c'est géométriquement. Donc j'ai fait ça, je vais montrer cette prédiction là géométriquement. Donc je vais afficher bien sûr le nuage de points, et je vais afficher ici le point x nouveau avec le y nouveau pour voir que ce point là, où il va se situer. Donc shift entrée, j'ai pris la couleur rouge, je vais changer après la couleur pour mieux voir. Donc vous voyez ici, il est en rouge, donc il appartient à la droite. S'il n'appartenait pas à la droite, c'est pas normal, c'est pas juste, parce que ce point là, comment je l'ai obtenu? C'est en remplaçant la valeur x nouveau dans le modèle y égale à θ0 plus θ1 fois x fois x. Le x, c'est quoi? C'est le x nouveau, la valeur à prédire, la valeur de x, le nouveau cas. Le θ0 et θ1, ils étaient déterminés automatiquement. Et le y, on va l'obtenir en calculant, c'est-à-dire en remplaçant le θ0, θ1, x avec leur valeur. Donc automatiquement, il doit appartenir à la droite. Donc vous voyez ici, je peux ici mettre par exemple du vert pour mieux comprendre. On dit par exemple G pour mieux voir. Je vais réexécuter. Donc vous voyez, le vert n'est pas tellement. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais voir, c'est le. Je sais pas. Donc je vais faire du rouge, c'est mieux, c'est plus du rouge. Très bien. Donc vous voyez que le point il est obtenu ici au niveau de. Je vais changer le point pour voir. Par exemple, je vais prendre la valeur, je vais prendre 4, je vais prendre x nouveau, par exemple, ici, 2 fois 5, 2,5, vous voyez? Et je vais faire la prédiction. Donc, shift, je vais refaire les exécutions. Donc, le θ0, c'est le même cas, c'est le même θ0 qu'on obtient. θ1, c'est le même. On a défini la fonction, c'est toujours la même chose. Vous voyez la prédiction ici de 2,5. Je vais l'afficher ici pour voir. Donc, vous voyez que le point 4, vous voyez le point 4, c'est ça la prédiction. Donc, c'est ça, c'est-à-dire la valeur y du nouveau cas. Maintenant, de 2,5, vous voyez que ça a changé, il est là. Parce que c'est un nouveau cas avec une nouvelle caractéristique, c'est-à-dire avec une nouvelle longueur de la pétale, selon bien sûr le dataset. Donc, vous voyez qu'il est monté ici, mais c'est toujours dans la droite. C'est-à-dire les différents points que c'est-à-dire les nouvelles observations, les nouvelles Y, c'est des points de la droite déterminés dans le modèle de. Vous voyez, c'est-à-dire les différents points qui constituent le modèle, ce sont les différentes valeurs des Y des nouveaux cas, selon le cas. Vous voyez, ici c'est 2,5, vous voyez ici, pourquoi j'ai pris le repère ici avec une grille pour que les résultats soient lisibles, pour une meilleure lisibilité du graphe. Donc vous voyez ici 2,5, vous voyez x égale 2,5, on a déterminé son y, d'accord, qui est égal à 4,70 ici. Le y c'est 4,70. C'est des coordonnées, c'est de l'abscisse et l'ordonnée. Donc l'abscisse c'est x nouveau, l'ordonnée c'est y nouveau. Ça c'est dans le cas de la régression linéaire simple. Donc on a un repère orthonormé avec une seule dimension, on a x et y. On va voir par la suite, lorsqu'on va considérer la régression polynomiale, on aura beaucoup de x, donc automatiquement ça va être un hyperplan, d'accord. Mais c'est des points qui appartiennent à l'hyperplan. C'est des points qui appartiennent à la visualisation géométrique du modèle défini. Parce que ici, cette formule-là, la formule ici que j'ai affichée, notre modèle de la régression linéaire simple est le suivant. Y égale la valeur de θ1, x fois plus θ0. C'est une écriture algébrique. Cette écriture algébrique, c'est quoi? C'est l'équation d'une droite qui est visuellement ici. C'est la droite ici, avec une pente
et un biais. Donc, c'est-à-dire une pente et une ordonnée à l'origine. Donc, automatiquement, les nouveaux Y des nouveaux cas, il appartient à la droite. Donc, les points d'apprentissage, c'est-à-dire les résultats, les targets des nouveaux cas, ce sont des points qui appartiennent à la structure géométrique du modèle ici d'apprentissage utilisé. Dans notre cas, c'est un modèle simple, c'est la régression linéaire simple. Lorsqu'on a le modèle, par exemple, comme dans le cas de la SVM, on a vraiment des modèles non linéaires très compliqués, mais ça reste toujours un point qui appartient à la structure, bien à la forme géométrique du modèle. Ok, donc notre modèle il est linéaire, on a une droite, donc le nouveau point il appartient à la droite. Tout dépend à quel niveau. Donc vous voyez, pour le x nouveau égale à 4, c'était à ce niveau-là. Pour le x nouveau égale, je vais voir par exemple pour le x égale à 2. Je vais voir pour x égale à 2. Ou bien pour x égale à, par exemple dans notre cas ici, on a jusqu'à par exemple 3. Je vais voir pour 3. 3. Donc x nouveau égale à 3. Et on peut toujours faire des tests. 3. Donc shift entrée. Donc vous voyez que 3, son y c'est 3,85. Donc vous voyez c'est toujours à ce niveau-là. D'accord. Je vais prendre par exemple un 5. X nouveau égale à 5. 5.1 par exemple. Donc shift entrée. Vous voyez, shift entrée. Donc pour x égale 5.1, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Je vais prendre un 10. On va faire une. C'est-à-dire. Parce que normalement, les données ici de x niveau doivent être dans une grille. Ah, ici, j'ai fait une erreur. Ça doit être dans une grille. Normalement, on a un intervalle de valeurs selon le dataset. Mais ici, je suis en train de faire des essais comme ça aléatoires. Donc pour le cas x égale 5.1, vous voyez que le point il est là, parce que dans le traçage de droite n'est pas, c'est-à-dire terminé. Donc c'est ça, mais ça, il appartient toujours à la droite. Si la visualisation si on a, c'est-à-dire terminé la visualisation, il appartient à la droite. C'est toujours un point de la droite, vous voyez, qui est à ce niveau-là. On va prendre par exemple égal à 10, on va faire une exception. X égale à 10. Donc vous voyez que c'est égal à 10 vraiment. Donc vous voyez, il est très éloigné. Donc c'est pour ça que la visualisation elle est. Parce que la visualisation ici, c'est-à-dire selon l'échelle, je pouvais agrandir l'échelle pour, c'est-à-dire pour que la droite soit plus grande et que le point, pour voir que le point appartient à la droite. Mais c'est sûr que le point appartient à la droite. Très bien. Donc je vais laisser mon cas x égale à 4 pour mieux visualiser. Donc x. Parce que normalement, je dois être dans l'intervalle de la colonne. Vous voyez ici, parce que j'ai pris la première colonne et la deuxième colonne, donc c'est 5,1, 4,9. Normalement, les valeurs c'est entre 4 et 5. La même chose pour la largeur de la pétale, donc c'est 3,53. Donc normalement, les valeurs de test doivent être dans les alentours des intervalles du dataset, en général, pour ne pas avoir des points isolés. Donc je refais la même chose pour le 4. Pour visualiser une visualisation correcte. Donc très bien, donc vous voyez que mon point appartient à la droite. Donc j'ai mon modèle linéaire, algébriquement c'est ça le modèle linéaire. Visuellement, donc c'est une droite. Ça c'est algébriquement, c'est un modèle linéaire avec une target Y, des coefficients, des paramètres θ0 et θ1, et puis qui sont les coefficients du polynôme de degré 1. Et géométriquement, si je remplace chaque variable par sa valeur, le point appartient à la droite du modèle linéaire. Très bien, cela termine ma première, c'est-à-dire mon premier test sur la régression linéaire simple pour toucher l'importance des paramètres et hyperparamètres. La vidéo qui va suivre, on va faire la régression linéaire multiple avec plusieurs colonnes et voir bien sûr nos différents résultats. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.